Bonjour à tous. Alors avec un nom de vidéo comme ça, on se demande un peu de quoi je vais parler. Alors, ce que j'appelle mon sanctuaire, c'est l'endroit où je me sens le plus en sécurité et où j'ai le moins d'anxiété, à savoir mon domicile. Je pense pas être la seule agoraphobe dans ce cas-là. À la maison, on se sent sécurisé, hors d'atteinte de tout jugement, c'est bien pour ça qu'on a tant de mal à le quitter. Mais il y a 4 ans maintenant, j'ai pris une décision qui a eu un impact énorme sur mon agoraphobie. J'ai décidé de devenir propriétaire. Alors dit comme ça, on ne voit pas spécialement le rapport avec l'agoraphobie. Je vous explique. Jusque-là, j'ai toujours été locataire. Et la décision de devenir propriétaire semblait à ce moment uniquement financière. Comme tout le monde, je me suis dit, au lieu de payer un loyer à quelqu'un, tu paieras pour quelque chose qui va t'appartenir et surtout, tu laisseras un petit bout de patrimoine à tes enfants. Mais c'était sans compter sur l'agoraphobie, que je croyais totalement partie. À ce moment-là, j'avais un travail, j'allais en course, je partais en voyage, enfin bref, je me pensais totalement guérie. Et en fait, la petite voix pernicieuse, elle continuait de m'accompagner sans que je me rende compte. Et elle m'a dit en réalité, en tant que locataire, t'as des comptes à rendre. Le proprio peut débarquer à tout moment, demander à rentrer chez toi, regarder partout et se permettre de critiquer et de juger. Et la pression sociale aidant, mon complexe d'infériorité par rapport à ces femmes parfaites qui ont un intérieur parfait, me remplissait de panique à l'idée que ça puisse arriver. Et donc la véritable raison de cet achat a été « cette maison va t'appartenir et tu ne risqueras pas ces visites que tu redoutes tant. Chez toi tu fais ce que tu veux et tu autorises qui tu veux à entrer. » Manque de bol, je suis tombée sur des voisins très envahissants. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ce qui semblait être de la sympathie démesurée au début s'est transformé en animosité grandissante depuis que j'ai osé refuser trop d'invitations à devenir leur meilleure amie. Sont donc arrivées les critiques sur mes enfants et sur mon extérieur. Et là, ma phobie sociale et moi, on s'est dit, ça y est, on est grillé. Les gens vont savoir que tu n'es pas parfaite, que tes enfants ne le sont pas. D'ailleurs, la maîtresse n'est pas la seule qui puisse signaler ton incompétence et te faire retirer tes enfants. Panique à bord. Sans que je me rende compte de quoi que ce soit, j'ai replongé dans l'agoraphobie la tête la première. Alors pour moi, au départ, c'en était pas. J'allais au travail, en course, en vacances. Il ne me restait que ma phobie sociale, c'était déjà bien. Mais je me suis mise à plus ouvrir mes volets pour qu'ils me croient absente. Je faisais des détours avant de rentrer du travail et il m'était devenu impossible d'aller dans mon propre jardin. Ça me provoquait d'énormes crises d'angoisse. Aller au supermarché était devenu un moment que je faisais durer, car mon niveau d'anxiété dans un endroit bondé était 1000 fois plus faible que ce que je ressentais entre le moment de garer ma voiture et celui de passer la porte de chez moi et de la fermer à double tour. C'est quand même un comble pour un agoraphobe de préférer un supermarché à son domicile. Tout ça était en fait des mesures d'évitement que je n'ai malheureusement pas reconnues sur le moment et donc j'ai pas pu enrayer l'effet boule de neige. Ensuite, j'ai perdu mon travail à cause d'une maladie physique et je me suis retrouvée à la maison toute la journée. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais replongé, mais d'une façon très étrange. L'extérieur, au sens large, ne me faisait plus paniquer. Aller faire les courses n'était pas un problème. Il ne me restait que l'anxiété que j'estime gérable, à savoir quand je vais dans un endroit inconnu ou qu'il m'arrive un imprévu. Mon anxiété et moi, on n'aime pas les surprises. Par contre, mon domicile est devenu un sanctuaire, un château fort, le prolongement de mon espace vital, et je ne supporte plus qu'on le franchisse. Que ça soit un voisin ou le facteur, c'est la crise de panique assurée. Je suis restée dans cet état pendant un peu plus d'un an. Un an pendant lequel j'ai commencé à sombrer cette fois-ci dans la dépression, je me sentais comme la dernière des idiotes. Moi qui étais sortie de l'agoraphobie, me retrouvais encore une fois dans cette prison, qui cette fois-ci était visible. Les 4 murs autour de moi représentaient à la fois mon sanctuaire et l'endroit dans lequel j'étais le plus anxieuse. J'avais échoué. J'avais été capable il y a 10 ans de briser ces barrières invisibles et je venais de m'y enfermer toute seule. J'avais beau utiliser toutes les combines de la première fois, rien n'y faisait. Je décidais de passer la porte et au final je restais devant pendant une demi-heure, incapable de mettre la main sur la poignée et je finissais par pleurer sur mon incompétence et ma lâcheté. Et un jour, allez savoir pourquoi, j'ai eu un éclair de lucidité. Si tu fais rien maintenant, tu vas t'enfoncer dans cette dépression et tu n'en sortiras peut-être pas. Et j'ai décidé de reprendre ma vie en main en arrêtant surtout de m'auto-flageller et de m'apitoyer sur moi-même. J'ai décidé que cette fois-ci, tout bête que ça puisse paraître, j'allais me féliciter pour mes petites victoires plutôt que de me blâmer pour mes échecs. J'allais planifier mes buts dans l'ordre du plus facile à atteindre à celui qui me paraissait le plus difficile et gravir ces échelons un à la fois. Et ne surtout pas me déprécier si je redescendais d'une marche ou si j'avais besoin de faire une pause. Et j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, par les volets chaque jour, puis des expositions progressives, juste passer la porte et re-rentrer. Ensuite, rester 5 minutes devant la porte, puis m'exposer graduellement jusqu'à la boîte aux lettres, et enfin, dans mon jardin. Ça a été très long, puisque pour vaincre l'agoraphobie, il fallait en même temps combattre la phobie sociale,
qui me donnait l'impression que tout le voisinage regardait l'imbécile planté devant sa porte, donc ça n'avait pas été de tourpeau. Pour contrer ça, j'ai commencé à mettre mes écouteurs avec de la musique pour me déconnecter de ce qui se passait autour de moi, mais ça n'a pas été suffisant. Par contre, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'au lieu de mettre des musiques, je mettais des podcasts ou des vidéos YouTube qu'on n'a pas besoin de regarder. Ça me donne l'impression d'avoir une conversation avec quelqu'un et je suis plus concentrée sur ce qui raconte la personne que sur ce qui se passe autour de moi. Et voilà comment progressivement, je suis ressortie. Maintenant, je vais dans mon jardin, je fais mon potager et je panique plus en passant la porte. Par contre, ma maison est restée mon sanctuaire. J'arrive à recevoir des amis ou de la famille, mais seulement lorsque c'est prévu à l'avance. Mais la factrice, alors que c'est une femme hyper gentille, me provoque des crises d'angoisse à chaque fois qu'elle toque à la porte. J'ai donc maintenant une espèce d'agoraphobie étrange qui ne me freine en rien dans ma vie de tous les jours, sauf cette panique permanente que quelqu'un vienne frapper à ma porte. L'impression que mon château fort peut être pris d'assaut à n'importe quel moment. Alors, je pense que mon voisinage y est pour beaucoup, mais malheureusement, maintenant que je suis propriétaire, je ne peux plus déménager. Et j'ai beau avoir repris tout le reste de ma vie, cette décision de devenir propriétaire a été, je pense, une mauvaise décision. Voilà pour ce qui est de mon sanctuaire. Je dis souvent que c'est comme si les gens voulaient rentrer dans ma chambre à coucher. C'est assez parlant pour que les gens qui ne sont pas atteints par nos phobies puissent comprendre. C'est un lieu qui a trait à notre intimité. Ben moi, ma propriété entière, c'est comme ma chambre à coucher. Alors j'arrive à me balader dans mon jardin et partout ailleurs dans le monde. Par contre, pour l'instant, la phobie sociale ainsi que ma charmante voisine ayant fait leurs œuvres, me balader dans mon village est un calvaire. Je suis donc actuellement en train de travailler sur ce point, petit pas par petit pas, pour pouvoir enfin recommencer à vivre normalement. Si vous m'avez écouté jusque-là, c'est que vous êtes atteint de cette fichue agoraphobie. Alors, essayez de ne plus vous en vouloir à vous-même, de ne pas vous focaliser sur vos échecs, mais sur vos réussites, aussi minimes soient-elles. Il peut être utile, avant de lister noir sur blanc vos buts, dans l'ordre du niveau d'anxiété qu'ils vous font ressentir, de lister les choses pour lesquelles vous êtes doué. Ça peut paraître un peu gnangnan, mais à force de se déprécier, on en finit par ne plus être objectif par rapport à soi-même. Réfléchissez à ce que vous valez, et non, la réponse c'est pas rien. Personne ne vaut rien, tout le monde a de la valeur. Vous êtes bon en programmation, en compta, en langue étrangère, paf, vous notez. Vous avez aménagé un super parterre de fleurs devant chez vous, vous notez. Notez également, si vous ressentez comme moi une vie avant et une vie après l'agoraphobie, ce pourquoi vous étiez bon avant. Vous étiez apprécié de votre ancien patron? Notez. Bon dans un sport? Notez. Un bon ami sur lequel on peut compter? Vous m'aurez compris, notez. Ces aspects pourront être également des buts à atteindre. Être capable de retourner boire un café en terrasse avec cet ami, retourner jouer au foot, retrouver un travail qui vous passionne, retrouver confiance en vous pour pouvoir monter les marches une par une et surtout, cette fois-ci, regardez en bas et focalisez-vous sur ce que vous avez déjà accompli et non sur ce qui vous reste à monter et félicitez-vous. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et prenez bien soin de vous.